Ici Yannick H et vous êtes dans une capsule Deck Tech sur Piger c'est gagné et nous avons comme invité Alex qui a gagné une soirée des commandants dernièrement et il va nous présenter son deck de Commander. Alors Alex? Merci Yannick. Aujourd'hui, on va vous présenter Joshua, le Phoenix Dominant. Donc, Inless Boros pour une 3-4. Quand Joshua va entrer en jeu, on va discarter 2 cartes et on va piger discarter up to 2 cards et on va piger that many cards. Ensuite, ça, pour 3 colorless Boros, on peut le taper, l'exiler et le transformer seulement en sorcerie. Et de l'autre côté, on va avoir Phoenix Warden of Fire, qui est un 4-4 Flying Lifelink. Le Lifelink est ultra important dans le deck tech parce que quand il va tourner, ses 2 premiers tours de saga, il va faire 2 dégâts à tous nos adversaires et on va donc gagner autant de points de vie parce qu'il est lifelink. Donc ça va nous faire donner un potentiel de 12 points de vie sur 2 tours. Puis il y a quand même quelques cartes dans le deck, il faut savoir, qui vont augmenter les dégâts, qui vont nous permettre même des fois de revenir en arrière de la saga pour triggerer plus souvent. Et son troisième saga token, ça va être de ramener any number of target créatures qui ont une mana value total de 6 ou moins de notre graveyard. Donc vous allez voir dans le deck, il n'y a aucune carte qui va dépasser, aucune créature qui dépasse le 6 de mana cost, tout simplement parce que ça me donne rien, je pourrais pas les ramener, je pourrais rien faire je pourrais pas les recycler. Il y a il y a maximum 6, il y a une carte qui est à 6, le reste vous allez voir, c'est principalement soit des petites créatures qui ont des combat tricks, des combat effects, ou qui elles-mêmes vont me permettre de recycler ma main. On commence tout de suite avec un aspect un peu plus agressif du deck. Donc on a Bralin Skarshak Rider, donc 3-3, 3 laisses une rouge, partenaire avec Shabraz. Malheureusement, je suis pas dans les couleurs pour Shabraz parce qu'il faut avoir du blanc et du bleu. Quoique avec la prochaine règle sur les split colors, on va peut-être être capable de l'intégrer. À chaque fois qu'on discarte une carte, je mets un plus counter sur lui et il fait un dégât à chaque opponent. Et pour une rouge, un target Shard Gang Trample jusqu'à la fin du tour. C'est très peu relevant dans le deck. J'ai un ou deux autres requins qui viennent d'Ether Drift, mais normalement ça sert plus à autre chose. Ensuite de ça, puisqu'on a beaucoup de créatures qui vont être des 2 drops, on a l'Enduring Innocence, un classique, 2-1 lifelink. On va piger une carte chaque fois qu'une créature avec 2 de power au moins rentre. Cette habilité trigger seulement une fois par tour. Et quand elle meurt, elle revient en enchantement. Un classique des derniers decks commandants. On a Clive, Ifrit Dominant, une autre carte de Final Fantasy. Donc Clive, quand tu rentres en jeu, tu peux discarter ta main et piger des cartes égales à ta dévotion au rouge. Donc généralement, on va piger minimum un 3 cartes parce qu'on va vouloir le jeu avec notre commandant sur le terrain. Donc on discarte une main pour piger 3. Un deck qui va quand même vider rapidement sa main. Fait que même juste piger 3, c'est quand même très avantageux. 4 laisses, 2 rouges, on peut le tourner. Et de l'autre côté, on va avoir Ifrit, le Warden of Inferno. Donc quand il tourne, il va fighter une autre target créature. Il est quand même 9-9, c'est une bonne patate. Ensuite de ça, on va chapitre 2 et 3, on va gagner 4 de mana rouge. Et si jamais il y a 3 Lore Counter ou plus, il va s'exiler et il va revenir sur le battlefield. Donc on va encore triggerer son MiTB. Donc on peut rediscarter notre main et repicher, ainsi de suite. 2 belles petites cartes quand même intéressantes, les sagas de Final Fantasy. Ensuite de ça, on va se décaler un petit peu. On va Tarsa Light Shatter, 2 laisses une rouge, Orc Wizard Ace 3-3. Quand elle rentre en jeu, on va discarter 2 cartes et piger that many card. Quand elle attaque, et s'il y a au moins 7 cartes dans mon graveyard, je peux exiler une carte à random et je peux la jouer ce tour-ci. Donc, vu que c'est un deck qui va discarter quand même énormément, c'est une carte qui a sa place dans le deck parce que ça va me permettre d'avoir de quoi à rejouer plus tard. Et en même temps, elle-même, elle va filtrer ma main. Ensuite de ça, on continue un peu dans les cartes techniciennes qui vont nous donner un petit coup de main. Donc, quand on a Venat Heart of Ialden, L3-3, quand on caste une Legendary Spell, on va piger une carte. Trigger seulement une fois par tour. Quand même énormément de Legendary créatures dans le deck, donc c'est un trigger qui arrive quand même assez régulièrement. Si jamais on a le 7 colorless, on peut toujours la transformer encore une fois, mais on s'entend qu'à 7 colorless, c'est plus tard. Donc là, on a une 4-4 indestructible, et au début de mon combat sur mon tour, je mets un plus un counter sur enter target créature que je contrôle, et jusqu'à la fin mon prochain tour, elle gagne indestructible. Si cette créature est légendaire, je pige une carte. Donc, beaucoup de texte. Finalement, on va buffer nos créatures et on va tenter de piger des cartes au travers, donc avoir plus de viande à discarter pour recycler encore plus.
Petite créature avec des ETB agréables encore là. On a une lesson rouge pour un Charming Scoundrel Haste. Les statistiques sont très peu importantes pour cette carte-là. On veut surtout soit discarter et piger, créer un Torrazor Token, ou créer un Wicked Roll, mais le Wicked Roll est très anecdotique dans le deck, c'est pas vraiment comme ça qu'on va aller chercher. La petite sœur de l'autre, le Welcoming Vampire, un classique, 2-3 flying, puis j'ai une carte, sensiblement le même effet que l'Enduring Innocence. Carte un peu moins connue, la Queen of Kyla Bing Krug, une Less Boros. Pour 4 colorless, on peut la taper, discarter toutes les cartes de notre main, et on va piger That Mini-Card. Ensuite, je peux choisir un artefact ou une créature card avec un mana value de 1, que j'ai discarté de cette façon, et je peux faire la même chose avec un artefact ou une créature de 2, et 3, et je ramène ces cartes sur le battlefield. Donc pour 4, si ma main est filtrée de la bonne façon, je vais payer 4, je vais discarter ma main, je vais ramener 3 cartes sur le battlefield, donc 6 de mana cost, et je vais remplir ma main en plus. Dans une situation optimale, c'est un card advantage qui est fou furieux. Dans le deck, on veut absolument faire ça le plus souvent possible. On parle de remplir de faire du draw discard. Donc, Inti Seneschal of the Sun, une lesson rouge pour une 2-2. Quand j'attaque, je peux discarter une carte. Si je le fais, je mets un push counter sur lui-même, sur une target attacking créature qui va gagner trample. Donc, ça va nous permettre aussi, avec le flying lifelink, de gagner encore quelques points de vie, de grossir notre créature. Et quand je discarte une ou plusieurs cartes, j'exile le top card de ma librairie et je peux jouer cette carte jusqu'à la fin de jusqu'à ma prochaine end step. Autre carte très intéressante, on a Odger Axonil, le Deepest Might, 2 laisses 2 rouges pour une 4-4 trample. Si une source rouge que je contrôle fait du dégât, non-combat damage, moins que son power, le dégât va être automatiquement son power. Donc, quand notre commandant va tourner, on va faire 4 à tout le monde, donc on va gagner 12 points de vie immédiatement, ce qui est un énorme swing. Et vous allez voir plus tard, on a aussi quelques autres petites cartes dans le deck qui vont faire du dégât, du non-combat red damage. Sun Titan, donc une partie un peu plus récursive du deck. On va rentrer des créatures qui ont 3 de mana value 3 ou moins à chaque fois qu'ils rentrent sur le battlefield ou qu'ils attaquent. Donc beaucoup de cartes qui ont 3 dans le deck, ça va nous permettre de cycler. Si le commandant va au graveyard, ça va nous permettre de le ramener aussi. Autre carte de récursion, donc on a l'Angel of Indemnity. Une 5-5 pour 6 Flying Lifelink. Quand il rentre sur le battlefield, on va retourner un target permanent de value 4 ou moins du graveyard sur le battlefield. Donc là, encore un Sun Titan, mais un peu plus énervé. Et on a l'habilité encore, pour 6 colorless, 2 blanches, je peux l'exiler de mon graveyard. Et pour chaque opponent, je vais créer un token de l'Angel. Donc pour chaque opponent, je vais ramener... Si on a encore 3 opponents à ce moment-là de la partie, on va faire 3 anges, donc ramener 3 permanents qui ont coveré dans la cause de 4 ou moins. Fait que ça fait quand même une bonne swing pour 8 de mana. On continue dans la récursion. On a le Réveillark, un grand classique de Magic. Donc on a 4 less, une blanche pour une 4-3 flying ou un Evoke cost de 5 colorless, une blanche. On va, quand le Réveillark va leave le battlefield, on va ramener 2 targets de créatures qui ont un power 2 ou moins du graveyard sur le battlefield. Donc là vraiment, on veut l'Evoke pour qu'il quitte le battlefield le plus rapidement possible. Bannon de Returner's Leader, donc une rouge, une blanche pour une 1-3. Une fois durant chacun de mes tours, je peux caster une créature spell parmi les cartes dans mon graveyard qui ont été mis de n'importe où ce tour-ci. Donc quand il attaque, je peux aussi payer une colorless pour discard a card et piger une carte. Donc va bien dans la mécanique, on va discarter des cartes pour les rejouer pour encore cela avoir un payoff supplémentaire. Le Jolly Balloon Man, une carte, je salue notre ami Michael avec son commandant actuel. Donc on a une laisse, une rouge, une blanche pour une 1-4 haste. On va payer une colorless, le taper. Ça va nous permettre de faire un token copie 1-1 d'une autre carte d'une autre de mes créatures sur le battlefield. Donc encore là, beaucoup de ETB, beaucoup de récursion. C'est une carte qui a vraiment sa place. Laurent of the Third Path, un classique de la gestion dans le blanc, donc 2 laisses, une blanche, vigilance pour une 2-1. Quand elle rentre sur le battlefield, descend un artefact ou un enchantement, on peut la taper pour que tout le monde pige une carte. Il n'y a pas grand chose à dire. Si vous jouez blanc, vous devez jouer une Laurent of the Third Path. Witch Enchanter, 3 laisses, une blanche pour une 2-2 qui, quand elle rentre sur le battlefield, peut détruire un enchantement ou un artefact. Le jouer concrètement me permet de baisser ma curve de mana. Parce que c'est un deck qui, vu qu'il plafonne assez rapidement, on ne veut pas avoir énormément de laine, donc on a quelques MDFC dans le deck, et il en manque encore quelques-unes pour vraiment compléter le tout, mais quand même c'est une très bonne option, et vu que ça a 2 de power, ça se ramène très bien du graveyard avec plusieurs de nos habilités. Le White Archive Phantom pour 2 blanches, 2-2 Flying Fast Strike. Quand tu rentres sur le battlefield, on peut détruire une target non-basic land, son contrôleur va acheter dans sa librairie une basic land, et la mettre sur le battlefield tapé.
pas grand chose à dire. Une très bonne carte. Qatar Commando, un 2 drop en flash qui permet de se sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Très bonne option. Adeline, Resplendescent Qatar, une laisse 2 blanche pour une étoile 4 vigilance. Son pouvoir est égal au nombre de créatures que je contrôle. Et quand j'attaque, pour chaque opponent, je fais un soldat 1-1. Donc très rapidement, si c'est pas géré, ça devient rapidement incontrôlable. Effectivement, ouais. Beaucoup trop de soldats. Dans la prolifération de créatures encore, on a Otari, Sun's Glory, 3 colorless, une rouge, une blanche pour un 3-3 flying, lifelink haste. À chaque fois qu'il attaque, je get un experience counter et je crée autant de 2-2 Red Rebel créatures token qui sont tap and attacking pour chaque experience counter que je contrôle. Donc rapidement, dès qu'on va la jouer, on a déjà un 5 de power pour 5, ce qui est déjà incroyable. En plus d'avoir flying, lifelink haste. Et en plus, si jamais elle est gérée, pour 2 colorless, une rouge et une blanche, je peux taper un non-tap rebelle que je contrôle et la retourner du graveyard sur le battlefield. Et bien, les expériences compteurs ne disparaissent pas avec la créature, bien entendu. Donc, ça nous permet vraiment, au fil du temps, d'avoir une armée qui va se construire. Puis ça devient rapidement gérable. D'ailleurs, dans la partie, vous l'avez vu, j'ai fait énormément de dégâts avec cette créature-là. Professionnal Facebreaker, 2 laissons rouges pour une 2-3 menaces. Quand une ou plusieurs créatures que je contrôle fait du combat damage, on fait un Resort Token. Excellente carte. Excellente carte, si tu joues rouge. Professionnal Facebreaker, ça en prend une. Boromir, One of the Tower, 2 colorless, une blanche pour une 3-3 vigilance. Si un opponent caste un spell et que pas de mana est dépensé, on counter le spell. Et en plus, il se sacrifie pour protéger nos créatures. C'est un deck qui est quand même très aggro. Ça prend une certaine protection parce que sinon, dès qu'on perd notre board, on va tomber très en arrière dans la partie de par les couleurs qu'on joue puis de par notre stratégie. Marauding Mako, chaque fois qu'on discarte une carte, on met un push un counter. Un drop pour une 1-1. Écoute, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Avec les créatures que tu discartes, tu piges. Oui, absolument. Puis en fait, c'est un des rares requins qui va synerger aussi avec l'autre. C'est quand même... il grossit rapidement. Le Magmakin Artilleris, 2 laissons rouges pour une 1-4. À chaque fois que je discarte une ou plusieurs cartes, cette créature deal that much damage to each opponent. C'est très simple. Sinon, on peut la cycler pour faire un dégât à chaque opponent. C'est quand même une très bonne carte dans la mécanique. Enduring Courage, 2 colorless, 2 rouges pour une 3-3. Chaque fois qu'une créature que je contrôle rentre plus 2 plus 0 haste, devient un enchantement quand elle meurt. Anim Pakal, encore là une fois, invasion de petites créatures. Donc on va faire, quand elle attaque, si un non-gnome attaque, on va mettre un perception counter et on va mettre autant de 1-1 gnome tap and attacking. Donc ça va vraiment grossir très rapidement. Un des gros kills du deck, très agressif, un 6 drop, le Wormcall Engine. Donc, 6-6 Dead Touch Lifelink. Quand il meurt, tu fais un 3-3 Dead Touch, un 3-3 Lifelink. Une grosse carte. On veut être soit capable de swarmer avec notre commandant, ou de ramener une carte qui a vraiment un impact. Donc, le Wormcall Engine est une créature tout désignée pour le deck. Zinda de Dawn Walker, une laisse split rouge-blanc. Donc un compagnon. On ne joue pas le compagnon, on joue vraiment dans notre 99. Les habilités de mes créatures qui ne sont pas des mana abilities coûtent 2 de moins activés. Comme vous l'avez vu, j'en ai pas énormément. Par contre, notre commandant en a une et on a quelques cartes clés aussi qui vont en avoir. Juste pour le commandant à activer, c'est déjà une carte qui est intéressante. Et en plus, pour une colorless, on peut la taper et target créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Qui dit des 2 drops, Arabella, Abandoned Doll, une rouge, une blanche pour une 1-3. Quand elle attaque, elle fait X dégâts à chaque opponent et je gagne XV, X étant le nombre de créatures que je contrôle avec 2 de power ou moins. Ça peut faire énormément de dégâts, surtout si on a les bonnes cartes clés au bon moment. En parlant des créatures avec 2 de power, on a Dion, Bahamut, Dominant, 3 laisses, une blanche. Lui-même met un 3-3, mais il va nous amener un 2-2 Night créature. Et pendant mon tour, lui et toutes les autres Night que je contrôle ont Flying. Pour 4 colorless 2 blanches, on peut le tourner et il se transforme en Bahamut Warden of Light. Donc on va mettre un perception counter sur chaque créature, each other créature que je contrôle, et ces créatures vont avoir Flying jusqu'à la fin du tour. Ça peut être un énorme swing qui va closer des games si on a moindrement un peu de board. Sinon, à 3, on va destroy un target permanent et on va l'exiler et le ramener sur le battlefield de notre côté. Donc encore là, une carte de Final Fantasy qui nous permet d'avoir de la récursion sur les ETB. Fanatic of Mogis, une carte classique du premier bloc Theros. On a une carte, à mon avis, je l'adore,
Je comprends que Gary est la carte clé de ce type de carte-là, de ce cycle-là qui existait. Mais le Fanatic of Mogis peut faire énormément de dégâts. Il va faire ta dévotion en rouge en dégâts à tes créatures. Donc on va pas à tes créatures, aux opponents. On va pas généralement faire énormément de dégâts, mais on va peut-être faire un 5, un 6. Donc quand même, c'est non négligeable. Surtout c'est each, hein? C'est toutes les opponents. Absolument, puis ça fait quand même énormément de dégâts rapidement. Qui souvent est inattendu puis qu'il n'y a pas énormément de façon de s'en protéger parce qu'à moins que tu aies un counter spell, c'est un ETB. Fait que dès qu'il est rentré, il est déjà trop tard. Hugo Kupka, donc en fait qui est une version pas altérée mais spéciale de Bruce Tall Borish Herder, donc 2 colorless rouge-blanc pour un 3-3. Quand lui rentre ou attaque, target créature que je contrôle gagne double strike and lifelink jusqu'à la fin du tour. En parlant de double strike, on va jouer Théoden, le roi du roi. Donc, quand lui ou un autre humain que je contrôle entre battlefield, on va donner double strike à une target créature. On a énormément d'humains dans le deck. C'est vraiment, je pense, le créature type qui est le plus présent. Mais à ces deux-là, il justifie amplement la présence Théoden dans le deck. 3 artefacts classiques, on va les passer vite. Arcane Signet, Sol Ring, Swiftfoot Boots, 3 staples du commandant. C'est un auto-include dans à peu près tous mes decks. On va passer sur les cristaux. Donc le Fire Crystal le Wind Crystal et le Fire Crystal, donc 2 colorless, soit blanc ou soit rouge. Les White Spells et les Red Spells vont coûter une créature de moins. Le blanc va faire qu'à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on gagne le double. Et le rouge va faire que toutes mes créatures ont haste. Le blanc va aussi me permettre que mes créatures gagnent Flying and Lifelink. Et le rouge me permet de faire des tokens copies de toutes les créatures que je contrôle. C'est toujours intéressant, le Cosmo, moi. Je suis encore en débat interne parce que c'est des 4 drops. Ouais. Mon deck cherche à être très agressif. Mes decks sont toujours en constante évolution. Des fois, c'est juste que j'ai pas la carte sous la main. Mais c'est sûr qu'un Perle Médaillon et un Rubis Médaillon serait potentiellement plus efficace dans le deck. Le Wind Crystal est bien parce que j'ai quand même des bonnes sources de gain de vie. Le Fire Crystal, c'est toujours une carte que je suis un peu hésitant. Éventuellement, je serais pas surpris de le sortir du deck sur le moyen long terme. War Leader Call, une laisse, une rouge, une blanche, toutes mes créatures ont +1/+1. Déjà là, c'est une bonne carte, mais en plus, quand une créature que je contrôle en dessous battlefield, ça fait un dégât à each opponent. Donc là, quand on va jumeler avec Otari ou Anime Pakal, on va faire énormément de dégâts très rapidement. Sensiblement le même principe, Impact Tremor, chaque fois qu'une créature rentre sur battlefield, on va faire un dégât à tous les opponents. Puis en plus, ça va aussi jumeler avec Ogère Axonil, donc on va faire 4 dégâts à chaque fois, puis là, ça devient rapidement ingérable. Gobelet bombardement, donc vu qu'on veut aussi recycler nos créatures, on va les envoyer nous-mêmes au graveyard pour être capable de les rapporter. Snort, que vous avez vu dans la partie, 3 laisses, une rouge, ça me permet de discarter ma main et de piger. 5 cartes. Mes adversaires aussi peuvent le faire au coût additionnel de 5 points de vie. Donc là, on est vraiment sur la situation où est-ce que, à quel point tu penses que ta main va être meilleure que la mienne une fois que je vais avoir pigé. Et en plus, il y a flashback, donc on peut le faire 2 fois. À moyen long terme, c'est quand même très efficace. Trail of Possibility, une laisse, une rouge, on discarte une carte, on pige 2. Et on a une autre variante dans le Boros Trilling Discovery. On gagne 2 points de vie, on discarte 2 cartes et on pige 3 cartes. Mid-late game, le Trilling Discovery est un peu plus compliqué parce qu'il va quand même te coûter 3 cartes de ta main. Ça prend une certaine situation où est-ce que tu peux te le permettre, mais en early game, ça permet de filtrer sa main, c'est vraiment incroyable. Austère Commande, donc généralement on va cibler des créatures qui ont 4 de mana cost et plus, vu que notre curve est très basse, et généralement artefact et ou enchantement, à moins qu'on perde le board complètement, ben là on va tout raser. Carte ici que je vais te présenter, je la vois pas souvent jouer, puis sincèrement, je comprends pas encore pourquoi, c'est une excellente carte, moi je l'aime énormément, elle m'a fait gagner beaucoup de parties dans ma vie. L'Align Hedron Network, 4 colorless pour un artefact. Quand l'Align Hedron Network va rentrer en jeu, on va exiler toutes les créatures qui ont power 5 ou plus. Okay. Oui, c'est un artefact, c'est quand même énormément de decks qui ont de la gestion d'artefacts, mais virtuellement, mon deck est pas affecté par ça, à part 2 cartes, je pense. Et ça va nous permettre souvent de, ne serait-ce qu'un tour ou 2, cleaner le board de nos adversaires et ça va nous donner le champ libre pendant un certain moment. C'est un peu une carte tech. C'est pas énormément joué. Puis encore aujourd'hui, souvent, je me demande pourquoi. Mais c'est intéressant. Étant donné que tu le dis, t'as beaucoup de créatures qui ont pas beaucoup de power. Fait que je veux pas tout ce qui est en haut de 5. Absolument. Puis on est dans un format où est-ce que... C'est sûr qu'il y a certains types de decks contre qui ça sera pas efficace, puis tu vas l'avoir dans les mains, puis tu vas peut-être un peu le regretter.
mais c'est le genre de carte un peu tech qui, quand elle est bonne, elle est vraiment très bonne. Lorem Chant, une blanche. Target player qui a une cast spell, si le spell a été kické pour une blanche de plus, les créatures peuvent pas attaquer. On l'a vu justement dans la partie contre Seb, on a jamais son tour. Memory of Nibelheim, qui est un Stroke of Midnight, donc on va détruire un target non-land permanent, puis on va donner un humain 1-1 à la personne. Une petite gestion dans le blanc de n'importe quel permanent, c'est jamais négligeable. On va rentrer dans... je présenterai la deuxième après. Une autre carte ici de Final Fantasy. Donc on a l'Ultimate Magic Meteor, donc 5 colorless, une rouge. Fortel, donc Fortel, on peut mettre la carte en exil face down pour 3 colorless et la jouer plus tard pour son Fortel cost. Quand la Magic Meteor rentre en jeu, on va faire 7 dégâts to each créature. Si ce spell a été lancé de l'exil, pour chaque opponent, en plus on va détruire un artefact ou une laine que ce player contrôle, et on va détruire les Chosen permanents. Quand même non négligeable d'avoir une grosse gestion dans le rouge qui va nous permettre, en plus de détruire certaines laines ou certains artefacts. Nibelheim Aflame, donc 2 colorless, 2 rouges, on va choisir une target créature que je contrôle, on va faire son dégât égal à son power à each other créature. Si ce spell a été lancé de mon graveyard, on va en plus discarter la main et piger 4 cartes. Donc là, on a un peu les deux stratégies qu'on cherche, discarter notre main, faire des dégâts, on va faire de la gestion. On fera pas énormément de dégâts de les créatures, on va être réaliste, on va faire un 4, un 5 maximum, mais si on le flashback, en plus on va recycler notre main, ce qui est non négligeable. Un petit spot removal, Lightning Helix, carte que j'affectionne particulièrement. Donc 3 dégâts à 4 créatures et on gagne 3 points de vie. Path of Exile, donc un autre spot de gestion, donc on va exiler une target de créature, son contrôleur va chercher une Basic Land. Vanquishing the Horde, donc 6 colorless, 2 blanches, on va détruire toutes les créatures, et le spell coûte une colorless de moins à caster pour chaque créature sur le battlefield, donc pour 2 blancs, quand on est un peu en arrière, on va nous permettre de recycler le bon. Dusk and Down, donc Dusk va nous permettre de détruire toutes les créatures qui ont un power de 3 ou plus, comme je disais, qui est une grosse partie de pas de notre deck, et le Down va nous permettre de ramener toutes les créatures qui ont un power de 2 ou moins du graveyard dans notre main. Donc là, on va encore aller chercher la stratégie de récursion et nous permettre de gérer le board adverse. Deflecting Palm, donc ça c'est littéralement le grand frère qui prend ta main puis qui te tape sur la face puis qui dit pourquoi tu te cognes. Une rouge, une blanche, la prochaine fois qu'une source de ton choix devrait faire du dégât, le dégât est prévenu et tu peux le renvoyer sur la source au contrôleur de la source. Donc on t'envoie une grosse attaque, un 11 infect par exemple. Ah, laisse faire. Tu peux redirecter puis tuer la créature, le contrôleur ou peu importe comment tu vas le gérer. Ouais, ça aurait été le fun à ce moment-là. Un classique du Boros, donc le Boros Charm, 4 dégâts, target player, les permanents que je contrôle ont indestructibles, ou une target créature a double strike jusqu'à la fin du tour. On va souvent choisir le double strike, mais souvent choisir l'indestructible, mais le double strike peut quand même être une bonne option. L'Ultimate Magic Holy. Holy, pas la boisson énergisante qu'on voit partout sur YouTube. Je pense qu'ils t'ont pas encore appelé pour te commanditer. Non. Une lesson blanche, les permanents que je contrôle vont avoir indestructible jusqu'à la fin du tour. Si ce spell a été lancé de l'exil, on va aussi prévenir all damage qui devrait être fait à moi ce tour. Donc en Fortel aussi, un instant. Mana Geyser, une rouge, on va acheter Mana Pool pour chaque tap land que notre opponent control. Vous l'avez vu dans la partie, c'est un énorme swing, c'est ça qui m'a permis de closer la game, d'avoir je pense un 17 ou un 18 de mana rouge ce tour-là. Ça m'a permis de wrapper ça le plus rapidement possible. La Virtue Loyauté, donc on va avoir soit une 2-2 pour 2, ou sinon on va avoir un enchantement qui va nous permettre d'avoir, à la fin de notre tour, on va mettre un plus 50 heures sur chacune de nos créatures et on va les untaper. Ce qui nous permet de, oui, être très agressif, mais de ne pas être shield down par la suite. Brass Tunnel Grinder, 2 lessons rouges, Legendary Artifact. Quand il rentre en jeu, on peut discarter any number, puis on va piger that many card plus 1. Donc dans le pire des cas, on peut discarter 0 et quand même piger une carte. Elle se remplace. Au début de notre fin de tour, si on a Descend this turn, donc si un permanent a touché le graveyard, on va pouvoir mettre un Bower Counter sur la Brass Tunnel Grinder, et s'il y en a 3 ou plus, on va pouvoir la flipper. Et quand elle flippe, ça devient une Legendary Land Cave. Pas parce que c'est stupide, mais parce que c'est bien une cave. Ça va nous donner une mana rouge. Et si on caste un permanent spell en usant la mana produite par cette land, on va discover X, X étant le spell mana value. On va pas faire énormément de gros spells dans le deck, mais même si ça nous donne un 2 drop,
c'est quand même, ça nous a permis de creuser dans le deck, d'aller chercher d'autres créatures, donc de peaufiner notre stratégie. La Currency Converter, donc une carte, une colorless. Quand même une carte qui a passé sous le radar longtemps, mais qui a explosé récemment justement avec des stratégies un peu plus atypiques comme celle-là. Donc quand on discarte une carte, la carte va passer d'abord dans le converteur. Donc elle va s'exiler en dessous. Et pour 2 colorless, on peut la taper, draw and discarter. Donc la carte va aller rejoindre le converteur. Et après ça, on peut taper pour mettre une carte qui a été exilée dans mon graveyard. Si c'est une laine, on va faire un trésor. Si c'est une non-laine, on va faire un 2-2 Blackrock. Donc, c'est un step de plus vers le graveyard, mais ça donne énormément de value. Donc, à tous les tours, soit on va faire un trésor, soit on va faire une créature. Pour une colorless, ça a à peu près pas de défaut dans le deck. Monument en endurance, donc là, encore un peu dans le même principe que le commentaire, on va faire de la plus-value sur nos cartes qu'on discarte. Soit pigé, on va faire un trésor token, soit tout le monde subit 3 points de dégâts. Le Grand Trend Haste. Donc, pour une rouge, on a un Spree Spell. Donc, on a 3 options qu'on va pouvoir payer des additional costs. 2 laissons rouges, on tape toutes les créatures que je contrôle. Si c'est mon combat phase, il va y avoir une additional combat phase après cette phase. Pour 2 colorless seulement, toutes mes créatures ont +1/+0 fast strike. Et pour une rouge, je choisis un target opponent. Quand une créature que je contrôle va faire du combat damage à ce player, je vais faire un tap trésor token. Donc on veut avoir une additional combat step, on veut aussi nos créatures avec first strike. Ça va nous permettre de pousser énormément avec des créatures qui ont de l'évasion, ou même ce serait qu'une petite armée qui sont first strike, ça reste quand même impactant. Le Moggle's Valor, donc encore un peu dans l'idée de se faire une petite armée avec énormément de tokens, 3 laisses, 2 blanches. Chaque créature que je contrôle, je fais un 1-2 White Muggle créature token with lifelink. Les créatures que je contrôle ont indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc un peu de protection, aussi en même temps permet d'être très agressif, avec des cartes comme Impact Tremor, Warrior Call, on va pouvoir faire énormément de dégâts très rapidement. 3 dernières cartes du deck. Smile at the Death, donc 3 laisses, 2 blancs pour un enchantement. Au début de mon upkeep, je vais ramener 2 targets de créatures qui vont pas avoir 2 ou moins dans mon graveyard et elles vont revenir avec un plus sur counter. Donc ça nous permet de faire de la récursion, c'est quand même très appréciable. Savage Reclamation, 2 laisses blanches, on va ramener un permanent qui coûte 3 points de mon graveyard. Si on a flashback pour 5, on va ramener 2 permanents qui coûtent 3 points. Et Brought Back, donc pour 2 blanches, on va choisir up to 2 target permanent card dans mon graveyard qui ont été mis depuis le battlefield ce tour-ci et on va pouvoir les ramener en jeu tapé. Donc si jamais, en instant. Donc si jamais on se prend un Wrath of God ou un effet de gestion ou un combatterie qu'on n'avait pas vu venir, on est toujours capable de ramener nos permanents, de les recycler encore une fois. C'est un peu la stratégie du deck, sauf que là on va passer par le battlefield avant de passer par la main. On va jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 montagnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plaines. Et là, on va avoir quelques laines bicouleurs. Donc, Mega Landscape pour aller fetcher. 2 basic. Une blanche, la Sub-Below Verge, une blanche. Elle va pouvoir se donner une rouge si on contrôle une montagne ou une plaine. Une MDFC blanc ou rouge. On a la Checkland Furican Snarl, donc quand elle rentre en jeu, on peut révéler une montagne ou une plaine, sinon elle rentre en jeu tapée. La Sundo Pass, donc rentre en jeu tapée à moins qu'on contrôle 2 ou laine ou plus. Une Bloodstained Mire, généralement je joue pas beaucoup les fetch-laine de mes off-color, donc là ici on aurait du noir techniquement. Très honnête, là, j'ai fait un peu avec ce qui restait dans mon cartable à un moment donné. On va chercher du rouge. C'est ça, exact. Mais à un moment donné, je suis pas, on s'entend là, j'ai pas une collection infinie, j'ai pas toutes les cartes que je voudrais avoir au monde. Fait que je peux pas me permettre de jouer toutes les fetch de toutes les couleurs que je voudrais tout le temps. L'Inspiring Vantage, donc on tape à moins qu'on contrôle 2 laines ou moins. Cybertron, qui est une command power finalement. J'avais un deck Megatron avec un deck robot. Ouais, mais j'avais un deck Megatron, c'était quand même quelque chose de bien sympathique. Exotic Arcade, donc là, une mana unicolore. Produit par Misadré, bien entendu. La Nesting Ground, elle va nous permettre de bouger des compteurs d'un target permanent à un autre. Donc, ce qui va nous permettre de déplacer des sagas pour être capable de refaire en boucle le premier ou le deuxième chapitre de mes sagas, des stocker ailleurs, d'accélérer un autre saga à un moment donné, un moment opportun. Faut savoir que lorsqu'on enlève un token, on ne trigger pas la saga qu'on revient. Donc si on était à 2, on revient à 1, on trigger pas le 1. Mais par contre, dès qu'on en rajoute, on va retriggerer l'habilité. Donc on peut même faire un 2 en boucle sans problème.
Donc, ensuite de ça, l'Arena of Glory, donc classique. Donc pour une rouge, on va la taper. On va l'exerter, donc elle ne se tapera pas à la prochaine untap step, mais ça va nous donner 2 rouges. Et si on prend ces rouges-là pour caster une créature spell, la créature va avoir Ace jusqu'à la fin du tour. Par contre, petite twist que peu de gens semblent avoir compris, si vous utilisez l'Arena of Glory avec les 2 rouges sur 2 créatures différentes, les 2 créatures ont Haste. Donc, parfois, ça va être une laine un peu plus tard où est-ce que vous allez permettre d'avoir 2 créatures Haste très rapidement. Et si les gens ont pas prêté attention ou ont mal lu, ça vous permet vraiment de diviser l'effet. L'Arena of Glory, cette carte-là, quand elle est sortie, on joue énormément à MH3, ça valait à peu près $1, $2. Et ça l'a explosé un peu quand les gens ont finalement rendu compte que cette habilité-là était incroyable. Lindbergh Industrial Regency, donc là c'est une laine rouge qui rentre en jeu tapé, mais on a aussi le Town qui va nous permettre de faire 2/0/1 Black Wizard Creature Token. Quand on casse un non-creature spell, on fait 1 dégât à each opponent. C'est pas une carte qui a un énorme impact dans le deck. Sincèrement, je l'avais. Elle permet de jouer des créatures, elle permet d'avoir des ETB et de faire du dégât direct sans attaquer. C'est bien. C'est pas une carte qui est une carte clé du deck. Et sinon, on termine avec la Reliquary Tower. Pas de maximum in size. Ça va arriver à quelques occasions lorsqu'on va filtrer le deck et qu'on va piger quand même quelques cartes. Mais je vous dis qu'en général, elle est là plus par sécurité que par réelle utilité. Très intéressant ce deck de Joshua qui a gagné une de nos soirées des commandants. Vous autres, la gang, est-ce que vous aimez ça, ce deck-là? Est-ce que vous en jouez un? On attend, dans le fond, vos commentaires. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.